Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, Seynabou Ndiaye Diakhaté remonte les bretelles à Serigne Bassirou Gueye. 19 rapports, 0 exploité. Le procureur n'a pas bien travaillé selon la magistrate. Plus de détails dans un instant. Le poste d'Aliou Sall à la CDC ne sera pas longtemps vacant. Il est remplacé par Cheikh Tidiane Ba, désormais ex-directeur général des impôts et des domaines. Son portrait est à suivre. Augmentation imminente des prix de l'électricité et du carburant. C'est une terrible nouvelle pour les gorgorlous. Vous le verrez, l'annonce hante déjà le sommeil des chefs de famille. En sport, le Sénégal affronte l'Algérie après-demain. Les Lions n'ont jamais battu les Fennecs en compétition officielle. Ce match sera la finale du groupe C selon le directeur technique national Mayacine Mar. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Courtoise mais ferme, la présidente de l'OFNAC suggère au procureur de saisir un juge d'instruction. L'OFNAC a transmis toutes ses enquêtes en bonne et due forme au procureur. Dans ce dossier dont celui de Petrotim et du coup de réaction en marge d'un atelier pour la validation de la stratégie de lutte contre la corruption. Compte rendu, Ibou Diouf et Diafaraba. Quand on parle de corruption au Sénégal, les faits sont multiples et variés. Des rapports qui font polémique. Parmi les institutions citées, le COUD, la directrice de l'OFNAC a saisi l'occasion pour se prononcer sur l'invite du procureur. Le procureur de la République n'a aucune autorité sur l'OFNAC pour lui demander d'agir dans un sens ou dans un autre. Je ne travaille pas sous la direction du procureur. C'est du COUD, le procureur vous l'a dit, on l'a transmis au procureur depuis 2015, ça fait 4 ans maintenant. Et il reconnaît avoir reçu 19 dossiers de l'OFNAC. Le procureur n'a pas un pouvoir de direction sur le travail d'enquête de l'OFNAC, précise la directrice de l'OFNAC. L'OFNAC a 2 missions principales d'après la loi qu'il a créée. C'est une mission de prévention et une mission de lutte contre la corruption. En 2014, la loi sur la déclaration de patrimoine lui a confié la responsabilité de recevoir, de traiter et de conserver les déclarations de patrimoine. En attendant la publication du rapport de l'OFNAC 2017 qui sera présenté prochainement au chef de l'État, l'institution s'est penchée sur la stratégie de lutte contre la corruption au Sénégal. La Convention des Nations Unies impose un certain nombre d'obligations aux États. Parmi ces obligations figure donc l'élaboration, l'application d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Certains pays, comme le Sénégal, pensent que la stratégie passe par un document comme celui-là. C'est la raison pour laquelle nous l'avons élaboré de façon inclusive et participative. Parce que toutes les administrations, le secteur privé, la société civile ont été impliquées dans l'élaboration du travail à travers le Comité national de pilotage. Dans un contexte très marqué par des histoires de corruption, la fraude et les pratiques assimilées, l'OFNAC, bien qu'autorité administrative indépendante, a une mission très complexe. Et comment comprendre ces échanges de propos aigres-doux entre ces deux personnalités par presse interposée? Vit-on une rébellion sur tous les fronts de l'État? L'avocat Maître Moussa Sarr tranche en faveur de la magistrate et la raison de suggérer un juge d'instruction pour tirer au clair l'affaire Petrotim. Pape Faragning et Diafaraba. La réponse de la présidente de l'OFNAC au procureur de la République, une sortie plus qu'approuvée par Maître Moussa Sarr. L'avocat à la Cour se dit en phase avec Seynabou Ndiaye Diakhaté. Je pense que la position de Madame la Présidente de l'OFNAC est cohérente et parfaitement défendable. Et moi, je souscris à cette position-là. N'étant pas sous l'autorité du parquet, ayant terminé son travail et remis son rapport, à partir de ce moment-là, il appartient au parquet d'en tirer les conséquences. Maître Moussa Sarr estime que la meilleure option est de saisir un juge d'instruction pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'affaire dite Petrotim. Pour moi, c'est la meilleure option personnellement. Je pense que le rapport n'avait pas à être retourné à l'OFNAC. Le parquet doit en tirer toutes les conséquences, soit classe le dossier, soit ouvre une enquête à la police ou bien ouvre directement une information judiciaire. Soit le parquet renvoie le dossier à la police
pour l'ouverture d'une enquête et à partir de ce moment-là, il y aura des compléments d'information relativement à la personne qui n'avait pas été entendue, soit le procureur ouvre une information judiciaire et donne le dossier au doyen des juges et le doyen également va ouvrir cette information pour entendre toutes les parties. Serigne Bassirou Gueye et Seynabou Ndiaye Diakhaté soldent leur compte par presse interposée. Mais pour l'avocat, rien de grave. Non, non, pour moi, il ne s'agit pas de guéguerre, il s'agit de positions divergentes, c'est tout. Vous savez, la justice, voilà, c'est une question technique où il peut y avoir des divergences d'approche et des divergences de point de vue. Mais il n'y a aucunement guéguerre. Pour moi, c'est une divergence d'approche, c'est une divergence de point de vue sur la suite à donner à ce rapport-là. Mais avec cette sortie de la présidente de l'OFNAC et la démission de Aliou Sall à la tête de la Caisse de dépôt et de consignation, l'affaire dite Petro-Tim est loin de connaître son épilogue. Si Pape Farah, et revenons justement sur la démission de Aliou Sall et son serment hier, clamer son innocence, la main sur le Coran dans un pays à 95% de musulmans. Le geste de Aliou Sall suscite quelques interrogations. D'abord religieuses, que vaut cet acte? Ensuite, sur le plan politique, faire pleurer dans les chaumières pour gagner de la sympathie et de la confiance, est-ce une stratégie payante? Réponse avec Maguette Souare Diallo et Ababacar Camara. Geste a fait les choux gras de la presse. Aliou Sall, qui a juré la main posée sur le Saint-Coran pour nier toutes les accusations. Pour cet imam, le sermon est bien décrit en islam. Le sermon en islam a une importance capitale, n'est-ce pas? C'est un acte solennel, un acte de foi. Par conséquent, si un musulman prend l'initiative de jurer sur le Saint-Coran, qui, je rappelle, est notre livre de référence et d'orientation, n'est-ce pas, pour laver son honneur, nous disons en tant que religieux qu'il n'est pas fautif, n'est-ce pas, à moins qu'il ne soit un détracteur, n'est-ce pas. Et dans ce cas, il va le payer cash. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, va le déshonorer ici en ce bas monde et dans l'autre. Comment jurer en islam et à quel moment le faire? À chaque fois qu'il y a dispute entre deux camps, étant des croyants, on peut se référer dans le Saint-Coran, n'est-ce pas, pour jurer. Le Sénégal et sa communauté, en majorité musulmane, la dimension politique de l'acte de Aliou Sall n'est pas à écarter. Il s'est livré en posant la main sur le Coran. C'était une manière de jurer, n'est-ce pas, à la face du monde, qu'il n'a absolument rien à voir avec ce qu'on lui reproche. Mais en ce moment, ce qui est intéressant dans son mode de communication, cette fois-ci, on a remarqué qu'il a beaucoup utilisé le canal affectif. Voilà ce qu'on appelle le pathos, parce que, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet exercice, il a convoqué vraiment l'imaginaire des Sénégalais. Dans cet imaginaire, pour la plupart, on pense que le Coran équivaut, n'est-ce pas, à la vérité. Oui, les conséquences, elles sont là, elles sont à la fois positives et négatives. C'est-à-dire que tout dépend de la réception ou de la réceptivité, n'est-ce pas, de ces messages-là, le message qu'il a adressé aux Sénégalais hier. Et l'image, n'est-ce pas, qui va avec. Voilà. Le message est là, mais avec une image qui va avec. Donc, si l'analyste parle, lui, de conséquences politiques, pour l'imam, il serait plus judicieux de demander à tous les acteurs impliqués dans cette affaire de jurer au même titre qu'Aliou Sall. Voilà, image saisissante de Aliou Sall avec nos confrères de Dakar Actu. Dans tous les cas, le serment de Aliou Sall a touché certains de nos compatriotes. Pour d'autres, eh bien, ça leur laisse de marbre car il existe d'autres moyens de prouver son innocence et sa bonne foi en l'occurrence. Suivons le micro-trottoir réalisé par Ndejaba Aliba et Ababacar Kamara. Il est normal d'utiliser le Coran pour laver son honneur. Parce que moi, en tant que musulman, si je mettais ma main sur le Coran pour laver mon honneur, c'est-à-dire je n'ose pas faire cet acte, sans avoir la certitude que les informations qui sont formulées contre ma personne sont fausses. Si j'ai cette certitude, j'ose mettre ma main sur le Coran pour les démentir. Nous sommes en politique. Le Coran, vraiment, comme c'est un livre sacré,
on n'a pas besoin d'utiliser ça ci ay affaire politique et tout ça parce que gis nañu nit ku waat wax fekk lu muy waat yëpp nekk dara na ci dëgg. Man c'est direction soit ku nekk mën nga wax nga waat on peut pas dire que c'est vrai, on peut pas dire que c'est faux. Non waat bi mënu ko setal parce que nit ku nekk mën nga waat fii alors que c'est pas vrai waxuma nag moom waxul dëgg de mais nit ku nekk mën nga wax loo xam ni c'est pas vrai nga waat c'est personnel. Le fait qu'il démissionne ne peut pas convaincre tout le Sénégalais. Il doit prouver qu'il n'est pas coupable avant de démissionner. C'est mon avis. Laissons la justice faire son travail et là, Inch'Allah, la lanterne sera éclairée sous peu, Inch'Allah. Diversement apprécié. En tout cas, le personnel de la Caisse des dépôts et consignations ne veut pas entendre parler de démission pour les travailleurs de la structure Aliou Sall et le meilleur directeur qu'ils n'ont jamais eu. Écoutons à ce propos El Hadj Ahmadou Samb, représentant du personnel, au micro de Mamadou Fall. Dès sa nomination en septembre 2017, M. Aliou Sall s'est employé à mettre en place les meilleures pratiques en matière de gestion, à instaurer la confiance des partenaires, à moderniser l'institution, à améliorer le niveau des ressources, à développer de grands projets et à diversifier les activités de la CDC. Il a réussi la reprise en main de dossiers stratégiques, piloté le montage de projets structurants et posé des actes significatifs qui inscrivent la CDC parmi les plus grands investisseurs institutionnels aux côtés de l'État. Nous sommes convaincus que M. Aliou Sall dispose de toutes les qualités humaines et professionnelles, ainsi que toutes les compétences requises pour mener à bien les missions assignées à la CDC. À travers le présent communiqué, le personnel manifeste solidairement son profond désaccord à la démission de M. Aliou Sall, directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Voilà, reste maintenant à savoir l'accueil qui sera réservé à Cheikh Tidiane Ba. C'est le nouveau directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il remplace Aliou Sall, l'ex-DG des impôts et des douanes, patron de la Banque du service public de justice. Qui est cet homme, Aïssatou Paye? Cheikh Tidiane Ba remplace Aliou Sall à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations suite à la démission du frère du président Macky Sall à la tête de la structure. Depuis 2017. La nomination intervient dans un contexte des plus particuliers avec le supposé scandale dans la gestion des contrats pétroliers dans lequel Aliou Sall est cité par la BBC. Cheikh Ba quitte la DGID, structure qu'il a dirigée depuis 2014. À cette direction, il a gravi les échelons, chef du Centre des grandes entreprises en 2009, directeur du recouvrement en 2011, directeur des services fiscaux spécialisés en 2012, ce haut fonctionnaire a conduit les réformes fiscales initiées par l'État. Ses performances, dit-on, à la tête de cette institution remarquables. Et c'est ainsi qu'il milite à la Médina en tant que responsable politique, quartier où il a fait ses humanités à l'école primaire Médina 5 de Dakar jusqu'au CPE, avant d'intégrer le Prytanée militaire de Saint-Louis en 1978. On dit aussi de lui que c'est une tête bien faite. Lauréat du prix du concours général de philosophie en 1984, maîtrise en sciences économiques, option gestion, cet énarque a aussi été le plus jeune directeur de la DGID. Désormais parachuté à la tête de la CDC, le remplaçant du maire de Guédiawaye va faire face à de nouveaux challenges. Merci Aïssatou. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'augmentation du carburant et de l'électricité. Dès lundi prochain, les nouveaux tarifs vont rentrer en vigueur. C'est une information du quotidien Libération. Raison de cette hausse, l'accumulation des pertes commerciales à plus de 105 milliards selon le Canard. Et comme on peut l'imaginer, la nouvelle n'enchante guère les Sénégalais interrogés par Fatih Dieng et Mohamed Dieng. Seydou, conducteur de taxi depuis 1997, la hausse des prix du carburant, il en a entendu parler. Un de mes collègues taximens m'a parlé de la hausse. Contrairement à Seydou, Ibrahima vient d'être informé. Le litre, c'est à... J'achète le litre du gasoil à 595 francs.
c'est vous qui me donnez l'information. Une situation difficile à comprendre pour les usagers. Nous sommes surpris et déçus à la fois. Au moment où l'on parle de découverte de pétrole au Sénégal, l'on s'attendait à une baisse des prix du carburant et de l'électricité. Si toutefois l'augmentation sera effective, la situation sera difficile pour nous. Moi, par exemple, j'achète 10 000 francs de carburant par jour. Et parfois, je ne m'en sors pas du tout. On s'attendait vraiment à une baisse. Nos interlocuteurs dénoncent une telle mesure et interpellent les autorités. Le plus souvent, pétrole rime avec richesse. Alors, les autorités doivent agir. Selon le quotidien Libération, l'augmentation des tarifs du carburant sera effective le 1er juillet prochain. Restons Fatih avec cette flambée des prix et ces jours sombres qui se profilent. La hausse prochaine du prix de l'électricité sidère les chefs de famille. Déjà frappés par la conjoncture, l'imminente augmentation du prix de l'électricité s'annonce insoutenable pour ces familles. Reportage Aminata Mbaresso et Pape Sangone Mbaye. Sur la liste des produits pouvant connaître une hausse, les factures d'électricité, une probable augmentation qui pourrait être effective en juillet. L'État du Sénégal devrait plutôt songer à réduire les factures d'électricité. La conjoncture économique difficile, ajoutée au coût élevé de la vie, rend difficiles les choses. Dans cette famille trouvée à Ouakam, la hausse annoncée inquiète déjà cette mère de famille, acculée par les charges familiales. C'est intenable pour les familles, surtout celles à faible revenu. Par exemple, chez moi, il m'arrive de payer une facture d'électricité à hauteur de 100 voire 150 000 francs CFA. Et ce n'est pas évident pour toutes les familles sénégalaises. Les réactions sont unanimes chez la plupart des Sénégalais, préoccupés par le coût élevé de la vie. Les autorités devraient vraiment faire des efforts pour aider le commun des Sénégalais et revoir les taxes sur certains produits. Comme ça, au niveau micro, chaque Sénégalais pourrait s'y retrouver. L'idéal pour chaque famille, c'est de vivre convenablement, mais à l'heure actuelle, au coût élevé de la vie, rend difficile les choses. Outre l'électricité, d'autres produits de première nécessité pourraient connaître une hausse en juillet. C'est le cas pour le carburant, mais également le ciment. Et Aminata, la parade, c'est peut-être les énergies photovoltaïques qui peuvent être une solution pour l'électrification du Sénégal. Malgré un soleil abondant presque toute l'année, 45% des Sénégalais n'ont pas le courant. L'école supérieure de Polytechnique de Dakar et l'école Polytechnique de Lausanne en Suisse viennent de tisser un partenariat pour la construction d'un centre de test de systèmes solaires. Reportage Pape Faraning et Mardiag. Plus de 45% des Sénégalais n'ont pas accès à l'électricité et pourtant le pays a du soleil en abondance. Donc il faut nécessairement convaincre la clientèle pour développer le mix énergétique, selon l'ambassadrice de la Suisse au Sénégal. L'énergie solaire est sous-utilisée, notamment dans les pays en voie de développement. L'énergie photovoltaïque représente une source d'énergie presque gratuite, peu polluante et disponible partout. Mais elle se heurte à un défi majeur qui est d'inspirer la confiance des populations et d'être accessible à tous. La transition de l'énergie fossile à l'énergie solaire passe inéluctablement par une formation approfondie des étudiants sur l'énergie photovoltaïque. En gros, ce centre va répondre pour sa première mission de qualifier et de tester l'ensemble des éléments du système. On commence par les panneaux solaires photovoltaïques, puis on a les tests donc, de système à travers les onduleurs. Mais en fait, aussi dans quelques années, nous allons aussi travailler sur la batterie. Et on a mis en place des dispositifs qui aujourd'hui, un étudiant qui veut faire de la recherche, qui a besoin de faire, disons, des mesures sur n'importe quel type de panneau dans les différentes zones climatiques du Sénégal, il peut amener son panneau solaire photovoltaïque et faire les mesures nécessaires qui lui permettent de pouvoir travailler pour pouvoir, disons, déceler les erreurs. Avec ce centre de test des systèmes solaires, beaucoup d'inventions et d'innovations sont attendues au Sénégal. On espère que le plateau technique sénégalais sera davantage renforcé au travers d'une labellisation des différents équipements qui rentreront au Sénégal, mais également peut-être qu'on pourra à terme
avoir une référence sénégalaise en termes d'innovation et d'invention sénégalaise autour des métiers de renouvelables. Le centre de test de système solaire, une première en Afrique subsaharienne, va permettre de contrôler la qualité du matériel solaire au Sénégal. Et venons-en au lancement de la Semaine nationale de lutte contre la drogue. Le ministre de l'Intérieur invite les parents à s'impliquer dans le combat. Aly Ngouille Ndiaye a procédé au lancement ce matin de la semaine en banlieue de Dakar, au lycée Parcelles Assainies exactement. Un choix pas fortuit vu la consommation de la drogue par les élèves dans cette zone, c'est-à-dire la banlieue de Dakar. Suivons Aly Ngouille Ndiaye avec Salif Sow et Asma Diop. Le thème international de cette année est Santé pour la justice, justice pour la santé. Au niveau national, le thème retenu est la prévention de l'usage des drogues en milieu scolaire, une approche inclusive participative pour préserver l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Le choix de ce thème se justifie d'abord par le fait que les trafiquants de drogue ciblent en particulier les jeunes. Ensuite, les substances illicites sont présentes en milieu scolaire. Enfin, les élèves qui évoluent dans cet espace constituent le socle sur lequel repose l'avenir de notre pays. En effet, pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, la loi 2007-31 du 27 décembre 2007 a été adoptée. Celle-ci aggrave les peines applicables au trafic de drogue et a donc un caractère dissuasif. Les forces de contrôle se sont illustrées par la saisie d'importantes quantités de drogue et le démantèlement de réseaux de narcotrafiquants. Ce travail de longue haleine ne relève pas seulement de la compétence des forces de sécurité. En effet, la société civile a aussi un rôle très important à jouer dans la prévention. Et allons maintenant dans le sud, dans le Balantacounda, précisément où est souvent enregistré des conflits entre Sénégalais et Bissau-Guinéens. Amnesty International veut implanter le drapeau blanc. L'ONG a regroupé les populations des deux pays à Samine à la recherche de solutions pour une paix définitive à la frontière. Bakary Konté et Kali Djamé. Les attaques, braquages, vols de bétail, prises d'otages sont monnaie courante dans le Balantacounda, une zone frontalière à la Guinée-Bissau. Nous avons constaté que l'arrondissement de Libanar, ayant hérité, ou étant en tout cas marqué par le conflit que l'on sait, reste quelque part donc confronté à ces bandes armées qui minent un peu, rendent difficile la vie des populations à travers donc beaucoup d'attaques, des agressions, des kidnappings, des vols de bétail. Amnesty International a organisé un forum à Samine. Bissau, Guinéens et Sénégalais se retrouvent pour lutter contre la prolifération des armes légères. Le département de Goudomp, qui est un département dans toute sa longueur frontalier au pays de la Guinée-Bissau, a une situation alarmante en circulation, surtout des armes légères. Ce qui fait que nous vivons dans le stress chaque jour que Dieu fait, soit c'est à travers le vol de bétail, soit à travers, en tout cas, un crime que nous vivons au niveau du département. Une commission transfrontalière regroupant les jeunes des deux pays joue un rôle important à la frontière. Et en ce moment que nous sommes parvenus à installer une commission unique, une commission transfrontalière. Depuis lors, nous avons tout le temps essayé en tout cas de reprocher nos deux communautés. Parce que c'est vrai que c'est deux pays, mais la Guinée et le Sénégal, c'est un seul peuple. Alors voilà pourquoi nous avons voulu vraiment s'asseoir en tout cas toujours autour d'une table de négociation. C'est vrai, les problèmes, on ne peut pas en finir. Mais au cas s'il y a des problèmes, il faut toujours en tout cas trouver une solution pour pouvoir vraiment dépasser ces situations. Cette commission transfrontalière compte multiplier les rencontres dans les deux pays pour une paix définitive. En 2050, un terrien sur 3 vivra en Afrique contre 1 sur 7 actuellement. La population africaine sera multipliée par 2. Face aux indicateurs de développement humain, cette démographie galopante est un vrai défi pour nos dirigeants. Ici au Sénégal, dans le domaine de l'éducation, par exemple, un bond de 6% est enregistré en 50 ans, de 1969 à nos jours. C'est dans le rapport de l'ONU pour la population qui vient d'être présenté. Aïssatou Gueiba et Thierno Lahamedi. Des statistiques
et études réalisées jusqu'ici sur la population par différents organismes relatives à la planification familiale, un focus sur la situation actuelle du pays présenté, le Fonds des Nations Unies met en exergue un rapport sur les changements qui interviennent au sein de la population. Un travail dont des avancées significatives sont notées dans différents domaines. Au plan de l'éducation, il y a des efforts qui ont été notés avec le programme paquet du ministère de l'Éducation qui a permis d'enregistrer des résultats importants au plan du taux brut de scolarisation qui a connu un bond de 6 points. Il y a également le taux d'achèvement qui s'est amélioré sur la période en passant de 61,3% à 60,3% à 61,8%. Au plan de la santé également, des efforts importants ont été notés avec le taux de prévalence contraceptive qui est aujourd'hui à presque 28% en quittant 12% en 2012. Il y a également le nombre de naissances par femme qui s'est considérablement amélioré. Inégalité entre hommes et femmes, la question sur la situation de la femme revient. Des efforts de plus doivent être faits. Surtout l'accent sur les questions de genre, les inégalités entre les hommes et les femmes. Parce que malgré tous les efforts que les États, la communauté internationale, les communautés ont fait, on se rend compte que les femmes et les jeunes n'ont toujours pas accès aux services sociaux de base, ils n'ont pas accès à des emplois décents, ils n'ont pas accès à l'école, ainsi de suite. Parce que quel que soit l'indicateur que vous prendrez, par exemple pour l'éducation, vous verrez qu'il y a une forte proportion de jeunes garçons qui ont plus accès à l'école qu'aux jeunes filles. Le Sénégal à la recherche des 3 zéros. 0 besoin non satisfait en matière de contraception, 0 décès maternel évitable et 0 violence à l'égard des femmes à l'horizon 2030. Notre pays entame déjà sa phase d'étude avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Merci. L'actualité sportive est bien évidemment la CAN 2019. La deuxième sortie des Lions est prévue jeudi face à l'Algérie. Le Sénégal n'a jamais battu l'Algérie justement en match officiel. Ce match sera donc un vrai match test pour les Lions, mais ils sont prêts pour réaliser les 3 points. Suivant à ce propos le directeur technique national Mayacine Mar avec notre équipe au Caire. Oui, c'est vrai que l'Algérie est une équipe coriace. C'est vrai que souvent on a, je ne dis pas de difficultés, mais on a peut-être souvent à jouer des matchs pour lesquels on doit le gagner ou bien ensuite ça sort sur des matchs nuls. Je pense que le dernier en date c'était en 2017 en Coupe d'Afrique avec donc la deuxième équipe. Mais je pense que nous travaillons en tout cas pour ce match-là. L'entraîneur effectivement travaille pour ça. Et je pense que nous avons des qualités, nous avons des joueurs capables effectivement de jouer contre cette équipe-là et de la gagner et de la battre. Et c'est ce que nous souhaitons, Inch'Allah. C'est un match qui sera âprement disputé. Les deux équipes vont jouer la prudence. C'est l'avis du journaliste algérien présent hier à l'entraînement. Ce match sera bel et bien la finale du groupe C. Suivons à ce propos Walid Amdadou, journaliste algérien avec Mamadou Ndiaye. TAG présente une petite... reviendront, mais on reste quand même avec ce deuxième match des Lions, Sénégal-Algérie pour le leadership du groupe C. Faut-il attendre des changements dans le 11 de départ des Lions? Une forte probabilité si on analyse les propos du sélectionneur Aliou Cissé à la fin du match face à la Tanzanie. Cher Sadi Boudjara. Changement dans l'équipe du Sénégal face à l'Algérie ce jeudi. Le sélectionneur Aliou Cissé en a annoncé. C'est plus probablement au milieu de terrain qu'il faut en attendre avec l'entrée d'un joueur plus défensif comme Alfred Ndiaye. Il y a des équipes qui vont te laisser la possession, mais il y a certaines équipes, il faut que tu les empêches de jouer. Et je pense qu'aujourd'hui, contre la Tanzanie, c'est aux Tanzaniens de nous empêcher de jouer. Donc nous, on avait une milieu de terrain qui était fluide. Mais aujourd'hui, face à une équipe algérienne, d'abord, il faut avoir 2 arguments. D'abord, les empêcher de jouer et encore, quand on a le ballon, de développer. Face à la Tanzanie, les Lions dominateurs s'étaient créés de nombreuses occasions avec le système 4-2-4 losange, un dispositif à maintenir. C'est motivant pour lui parce que quand il vient de finir une Coupe d'Europe où tu sors champion, tu démarres une compétition avec l'Algérie, on ne peut pas avoir un plateau mieux que ça. Donc Sadio Ba, forcément, il sera dans le groupe de départ. Je ne sais pas à quelle position, mais je sais qu'il sera dans le groupe de départ. Laissons le gars faire son choix.
Je pense qu'il aura le choix vraiment que tous les Sénégalais attendent, c'est-à-dire avoir une équipe compétitive pour aller faire un bon match contre l'Algérie. Star de la sélection du Sénégal, Sadio Mané va effectuer son retour dans le 11 contre les Algériens. Qui va-t-il prendre la place? Un choix difficile qui revient à Aliou Cissé. Quand il joue avec des équipes comme l'Algérie, qui ont tout le temps de bons milieux sur la possession, quand tu te roules 4 au milieu, tu peux les empêcher de jouer. Donc, et puis en phase offensive, nous on a des attaquants qui sont rapides. Donc ce 4-4-2 là, je pense que c'est un bon schéma de jeu pour l'équipe du Sénégal. Sénégal-Algérie, il y en a eu 3 fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Des confrontations qui avaient plutôt souri aux Algériens avec 2 victoires en 1990 et 2015, puis un nul en 2017. Les Lions voudront certainement renverser la tendance. Cher, quel que soit le 11 de départ, pourquoi pas assurer la qualification dès ce jeudi. En tout cas, on est preneurs. Dans tous les cas, les 2 équipes vont jouer la prudence. C'est l'avis du journaliste algérien Walid Amdoudou. Il est avec Mamadou Ndiaye. Le Sénégal maintenant, et lors de cette édition, c'est le favori. Il est le leader de l'Afrique, il est bien placé, il a été à la Coupe du Monde, il est sous la coupe d'un entraîneur qui n'est pas présenté, à savoir Aliou Cissé. Il connaît l'Algérie, il connaît Belmadi, il connaît c'est-à-dire les points de faiblesse de l'Algérie, les points de force de l'Algérie. Également pour l'Algérie qui connaît bien le Sénégal. Il y a 2 équipes qui se valent. Donc moi je pense que c'est le match, c'est la finale du groupe, c'est ce qu'on peut l'appeler. Moi ce que je pronostique mieux, c'est qu'ils vont jouer la prudence, les 2 équipes, et je pense que le match lui sera le plus près à la logique. Et la Tanzanie et le Kenya, ils n'étaient pas le foudre de guerre qui faisait peur. C'est-à-dire avec moins d'efforts, on a vu Aliou Cissé, durant le dernier quart d'heure, il a fait ses changements. Le joueur qui a marqué le but, il est sorti, il a remplacé tout de suite. C'est-à-dire il a voulu ménager ses joueurs comme s'il pensait tout de suite au match de l'Algérie. Donc le match de l'Algérie sera le vrai test, et pour le Sénégal et pour l'Algérie. Cette note triste pour le Cameroun. Joël Tagou, l'attaquant camerounais, ne disputera pas la CAN 2019. Une anomalie cardiaque a été détectée avec un risque fort élevé de mort subite en cas d'effort physique. Le joueur présélectionné pour cette CAN est donc écarté. Un membre du staff médical, image de la Fédération camerounaise de football. Traduction, Modoufal. Présente une petite anomalie cardiaque. En effet, lors du bilan pré-compétition qui nous est imposé par la CAF et qui a été débuté dans son cas à Doha, on avait suspecté à l'échographie une anomalie d'origine de l'artère coronaire droite. Nous avons conclu que le risque de mort subite dû à cette anomalie était non nul. Donc, par conséquent, le staff médical a décidé de le disqualifier pour la compétition. Cameroun qui a gagné tout à l'heure, non voisin de la Guinée-Bissau, 2-0. Plus d'actualité justement concernant la CAN avec Mame Fatou Ndoye dans votre émission Jour de CAN tout à l'heure. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour le JT de 20h. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.